Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler donc d'un concept fondamental en informatique, donc l'indexation. Donc vous allez voir que même si ce terme peut faire un peu de technique pour certains, euh, il est présent un peu partout dans les outils qu'on utilise au quotidien, hein, les bases de données, la messagerie, les moteurs de recherche, les systèmes d'exploitation, même aussi sur les smartphones éventuellement. Donc, si on aborde ce sujet, c'est parce que le volume de données dans les entreprises aujourd'hui n'a jamais été aussi élevé en fait qu'aujourd'hui. Euh, et sans organisation pour retrouver une information, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, l'indexation est une manière donc d'aider les machines à retrouver une information quasi instantanément. Donc, comme un index dans un livre, vous évitez donc toutes les pages du livre pour retrouver l'information. Donc l'objectif, je vais vous apprendre à programmer des index aujourd'hui, hein, mais donc mais par contre, on va essayer de prendre ce que c'est, pourquoi c'est indispensable et comment on le trouve. Et ensuite, on finira par les avantages et les limites de l'indexation. Je suis désolé pour ma voix aujourd'hui, je suis un petit peu enrhumé. Donc, j'espère que ça sera compréhensible. S'il y a quoi que ce soit, vous m'interrompez, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on produit énormément de données, donc que ce soit des emails, des documents, des photos, des pour les logiciels, euh, des enregistrements CRM, des messageries Teams et autres. Voilà, donc cette quantité explose chaque année. Et pour retrouver une information dans ce volume gigantesque de données, il est impossible de tout lire et tout analyser à la main. Donc on a besoin de mécanismes qui vont permettre d'accéder à une donnée de façon immédiate ou quasi immédiate. Et donc l'indexation, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est un moyen d'accélérer la recherche. Et sans index, le système doit lire chaque élément un par un. Alors qu'avec un index, il va savoir où aller le lire directement. Donc c'est ce gain de temps qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc pour comprendre l'indexation, pour ceux à qui ça ne parle pas, on prend l'exemple simple, hein, donc d'un livre. Si vous cherchez un mot dans un livre, un roman, qui n'a pas d'index, vous devez tourner toutes les pages une par une jusqu'à trouver ce que vous cherchez. Donc ça va être long, fastidieux. Alors qu'avec un index à la fin du livre, vous cherchez le mot dans une liste qui est préalablement triée par ordre alphabétique et vous avez immédiatement le numéro de la page et vous allez directement retrouver l'information. Et bah, c'est ce que fait l'ordinateur quand on indexe, c'est exactement la même chose. C'est l'index, c'est une liste classée qui va vous permettre donc, enfin qui va permettre à la machine plutôt de, de trouver l'information beaucoup plus vite. Alors, une définition simple que on peut retenir sur un index, c'est une structure supplémentaire qui va permettre à une machine d'accéder rapidement à une information sans avoir à parcourir donc toutes les données. Ça va fonctionner en utilisant une clé. Par exemple, ça peut être un nom, un identifiant, une adresse email. Et cette clé est associée à un emplacement donc, dans la donnée réelle. Donc c'est le principe du dictionnaire, hein. Un mot est trié alphabétiquement et en face vous allez avoir la définition. Donc le mécanisme est le même et c'est le mécanisme utilisé pour les bases de données, pour les moteurs de recherche, mais aussi pour les messageries, les OS, les systèmes d'exploitation et on verra aussi dans d'autres domaines. Donc, ce que va vous apporter un index, en fait, ça va vous apporter principalement de la vitesse. Donc, sans index, un système va devoir lire en fait des millions d'enregistrements avant de trouver l'information demandée. Donc, ça va consommer du temps, du processeur, de la mémoire, de l'espace disque éventuellement. Alors qu'avec un index, votre moteur va savoir directement où regarder
et ça va accélérer l'ensemble du système. Les requêtes vont être plus rapides, les applications vont mieux répondre, et vos utilisateurs ou l'utilisateur, si c'est vous, va avoir l'impression d'avoir un outil qui va être réellement fluide. Voilà. Ce qui améliore donc cette expérience utilisateur dans ce cas-là. Par contre, l'indexation n'a pas que des avantages, hein. Comme dans un livre, l'index ou les index vont occuper de la place, et dans une base de données, c'est pareil, c'est un espace de stockage supplémentaire. De plus, donc chaque fois qu'on ajoute ou on modifie une donnée, l'index doit être mis à jour. Donc, en fonction, on verra tout à l'heure les différentes possibilités, mais en fonction de ce qu'on ajoute, ou du délai de mise à jour, ça peut ralentir les insertions, les modifications. Et soit l'index est compromis, et l'indexation, c'est un compromis, c'est que ça accélère les recherches, mais ça peut coûter en coût d'écriture quand vous faites vos insertions en base et si vous mettez à jour votre index. Donc c'est à utiliser, mais avec parcimonie et judicieusement. Donc, dans une base de données, l'indexation est essentielle pour accélérer les requêtes. Lorsque vous exécutez un select, un join, un tree, la base en question va soit parcourir toute la table, soit consulter l'index et accéder directement à la donnée que vous allez vouloir. Donc sans index, la base effectue ce qu'on appelle un table scan. Donc ça veut dire qu'elle va lire toutes les lignes de la table, même si elle a besoin que d'une seule. Et sur une table qui ferait potentiellement plusieurs millions de lignes, ça va devenir très coûteux pour récupérer une seule donnée. Donc, les bases de données, les bases de données relationnelles, en fait, utilisent donc plusieurs types d'index. Le plus courant, je vous l'ai mis dans la diapo. Arnaud, je peux me Dis-moi. permettre, je ne sais pas si Vas-y, c'est le dis-moi. cas pour tout le monde, on t'entend mal, hein, Arnaud, hein, ça grésille, Ah j'ai bon, vous l'impression. m'entendez mal? Ça grésille. Alors attends, En bouge tout pas. cas, Oui, de ça mon grésille un côté, petit peu. j'ai Ah demandé bah à Karine qui est dites-le-moi, pareil. fallait me le dire. Alors attends, On bouge te pas. on te le dit, Arnaud. Je vais essayer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai branché mon casque en direct. Ça se trouve, c'est la batterie de mon casque qui déconne. Moi, là, Est-ce que je vous t'entends m'entendez très mieux là? bien. Vous m'entendez mieux là? Oui, ouais. Alors on va partir là-dessus. S'il y a le moindre problème de son, vous me le dites, d'accord? Donc je vous disais, donc l'index, le courant en fait, donc c'est ce qu'on appelle le bitry. Donc je vous l'ai mis dans la diapo. C'est une structure en arbre équilibré qui va garantir un accès rapide. On va distinguer aussi d'autres types d'index, comme l'index cluster, donc lui qui va trier physiquement la table selon une clé. Ensuite, donc, les index non clustered, c'est une structure séparée qui va contenir des pointeurs, comme je l'expliquais tout à l'heure, vers les différentes lignes. Alors, on associe parfois des colonnes supplémentaires à un index non clustered, comme je vous le disais. On appelle des colonnes include. En fait, ça permet de faire un index, ce qu'on appelle un index couvrant, pour éviter des accès supplémentaires à la table, et d'améliorer fortement les performances. On peut également avoir donc des index composites pour faire plusieurs colonnes et des index textuels, ce qu'on appelle full text, qui permettent de rechercher des mots dans du texte naturel. Alors, on va prendre un cas concret. On a une table utilisateur qui va contenir plusieurs millions de lignes. Vous recherchez un utilisateur par adresse email et la colonne email ne va pas être indexée. Le moteur donc, de base de données va devoir lire toutes les lignes de la table, millions de lignes, pour comparer chaque valeur et donc finir par trouver la bonne.
ce qui va vous consommer énormément donc de CPU, faire grimper le temps de réponse et ralentir d'autres requêtes qui peuvent être exécutées en plus en parallèle. Donc dans ce exemple, si la colonne email, elle, est indexée, alors la base va consulter l'index, va trouver immédiatement la position ou les positions de la ligne et va lire uniquement cette ligne. Donc on va passer potentiellement d'un million de lignes lues à juste quelques dizaines. Le temps de réponse va devenir donc instantané, l'utilisation du processeur diminue et les performances globales vont être donc améliorées et l'expérience utilisateur aussi. Alors, là, on va voir donc le modèle le plus courant, donc l'index centralisé. Dans ce scénario, donc toutes les données provenant de différentes applications, fichiers, bases de données sont envoyées vers un moteur unique. Donc on peut avoir des moteurs comme Elasticsearch, excusez-moi, Solr, OpenSearch. Donc l'utilisateur en fait ne lance ses recherches qu'à un seul endroit, dans ce moteur d'indexation. Et toutes les sources sont interrogées automatiquement. Donc, ça va être un modèle apprécié car il simplifie la gouvernance entre les sauvegardes, les mises à jour, le pilotage de l'architecture aussi. Par contre, ça nécessite un moteur suffisamment puissant pour absorber la charge, qui est générée par toutes les sources, et surtout lorsque le volume de données augmente, parce que plus vous avez de sources de données, plus vous allez avoir de volume. Donc aussi, c'est un compromis à avoir, mais c'est une bonne solution. Alors après, on passe donc à une approche distribuée. Donc au lieu d'avoir un seul moteur, on peut avoir aussi dans une entreprise chaque département, application, service qui va gérer son propre index. On peut imaginer un index pour la finance, pour les ressources humaines, pour la conformité, etc., en fonction des entreprises. Alors ce modèle permet une grande autonomie des équipes qui est garantie, donc la charge et les risques seront mieux répartis. Par contre, ça nécessite beaucoup plus de coordination aussi, surtout si on souhaite permettre, comme là dans le schéma, si on souhaite permettre une recherche transversale unifiée, donc ce qu'on appelle une recherche fédérée. Dans la réalité, finalement, il y a peu d'entreprises qui vont être entièrement centralisées ou entièrement distribuées, et c'est souvent une approche hybride qui est choisie. Donc avec un moteur central pour les documents de référence et des index éventuellement spécialisés pour des données métiers très spécifiques. Donc, ce modèle hybride apporte un meilleur compromis entre une gouvernance globale, performance métier et capacité d'évolution dans le temps. Donc pour alimenter l'index, il va vous falloir aussi des connecteurs. C'est des composants capables d'aller chercher les données là où elles se trouvent. Donc vous allez avoir donc des connecteurs fichiers qui vont aller lire les documents Word, PDF, CSV, etc. Vous allez avoir des connecteurs SQL qui vont interroger vos bases de données classiques comme SQL Server, Oracle, MySQL, j'en passe. Les connecteurs API qui se connectent donc aux services web de différentes applications. Et enfin, certains connecteurs aussi un peu spécialisés qui vont directement extraire les données d'une application métier donnée. Alors, l'indexation continue, c'est une indexation qui se déclenche automatiquement dès que les données changent. Là, tu grésilles un peu, Arnaud. Hein. Je regrésille. Bon, alors, on n'est pas Ouais, là, c'est perso, bon. là, j'ai pas du tout entendu. Oui, là, t'es bon. Donc l'indexation en continu, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, donc ça se déclenche automatiquement dès que la donnée change. Le son peut grésiller, Arnaud, et être très faible. Hein. L'émission peut être très faible. Je ne sais pas si c'est le casque. Je sais pas si tu peux régler ça. Normalement, j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Alors attends. Sinon, je vais passer sur mon micro d'ordinateur, si j'y arrive. Attends, parce que j'ai pas d'autre casque en plus. Attends, je vais essayer. Bougez pas. On va faire un test.
Alors, est-ce que vous m'entendez là? Ouais. Ouais, c'est mieux. Bon, Oui. alors je suis sur l'ordinateur en direct. J'espère que ça va continuer à fonctionner Arnaud, comme ça. c'est super, c'est top là, on Bon, t'entend on va y très très arriver. bien. Ouais. Bon, alors, donc oui, donc j'en étais à l'indexation en continu. Donc, désolé Karine, tu auras du montage à faire. L'indexation en T'inquiète. continu, donc elle se déclenche, donc comme je le disais tout à l'heure, automatiquement, donc dès qu'une donnée va changer, donc être insérée, modifiée ou supprimée. Donc, lorsqu'un contrat est modifié ou qu'un client, excusez-moi, hop, je sais pas, voilà. Tac, désolé. Donc, je disais, oui, donc lorsqu'un client est mis à jour ou lorsqu'un nouveau document est ajouté. Donc c'est un modèle idéal pour les systèmes principalement temps réel. Donc les portails d'entreprise, les CRM, les applications d'enquête interne. Parce que les utilisateurs vont retrouver immédiatement la dernière information et très rapidement parce que déjà indexé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indexation en continu. Ensuite, on va avoir aussi, ce qui est beaucoup plus souvent, en tout cas pour ma part, trouvé chez les clients, l'indexation planifiée, qui est une indexation qui est utilisée donc dans les architectures un peu plus classiques. Et le principe est qu'à certains moments de la journée, donc souvent la nuit, en fonction de l'utilisation des bases ou des différents logiciels, un processus passe en revue les données et met à jour le ou les index. Ça va vous permettre de limiter la charge sur les systèmes critiques en heure ouvrée. Et donc, c'est principalement et parfaitement adapté pour des données qui ne changent pas toutes les minutes, comme des référentiels clients ou des archives de contrat. Alors, donc avant d'être indexé, le contenu doit être récupéré. Alors ça, c'est pour l'extraction du texte. Avant d'être indexé, donc le contenu doit être récupéré et nettoyé. Donc pour des documents scannés en extraction de texte, on doit d'abord passer par un OCR, donc qui est un logiciel de reconnaissance optique, et ensuite le moteur va extraire le texte et retirer les éléments inutiles comme les sauts de ligne, parasites ou les caractères spéciaux pour convertir ce texte en format standard prêt à être indexé. Donc, une fois le texte extrait, on va passer donc au nettoyage et à la normalisation. Donc, ce qui va inclure de convertir le texte intégralement en minuscules, supprimer les accents, retirer la ponctuation, appliquer ce qu'on appelle le stemming ou la lématisation. Donc, ce qui permet en fait de regrouper des variantes d'un même mot. Par exemple, si vous avez le mot payer à l'infinitif, paiement ou encore payer au participe passé, ces transformations vont améliorer en fait énormément la qualité des résultats trouvés par les utilisateurs. Parce qu'en fait, il va retrouver tout autour d'une même racine. Donc ça, c'est vraiment principalement pour les recherches textuelles dans des grands volumes de texte. Et donc, une fois le texte prêt, il va être donc stocké dans une structure, donc là, index inversé. Et donc, au lieu de stocker les documents et de chercher dedans, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va stocker les mots et la liste des documents dans lesquels le mot apparaît. Et ce mécanisme va permettre donc à un moteur de recherche de retrouver instantanément, ou en tout cas très rapidement, les documents correspondant à un mot ou à une requête, même si on parle de millions de fichiers. Et donc, enfin, donc pour le maintien à jour de l'index, il suffit pas d'indexer une fois, parce qu'il va falloir le maintenir propre et surtout à jour. Donc ça va inclure l'ajout de nouveaux documents, la mise à jour des documents modifiés, la suppression des documents obsolètes, et les moteurs prévoient des tâches d'optimisation périodique qui vont permettre de conserver des performances et des recherches rapides dans le temps.
Donc ça, c'est tout un cycle qui ne se termine jamais. Donc en fait, il suffit pas de se dire j'ai indexé et c'est bon. C'est tout un cycle qui doit être maintenu pour obtenir toujours des recherches optimales et rapides. Alors, la recherche plein texte ou plein texte, donc c'est le type de recherche le plus utilisé dans un moteur d'indexation. Et donc, au lieu de comparer du texte caractère par caractère, le moteur va analyser les mots contenus dans des documents. Et il va les classer par pertinence. Donc, lorsqu'un utilisateur va taper un mot ou une phrase, le moteur va retourner en quelques millisecondes les documents les plus pertinents grâce à la structure inversée de l'index. Donc ça va rendre la recherche beaucoup plus fluide, même avec des millions de documents en face. C'est comme ça que fonctionnent donc les recherches plein texte. Et donc, quand on parle de pertinence, il s'agit aussi, via le score de pertinence, il s'agit donc de la capacité du moteur à classer les résultats dans l'ordre le plus logique pour l'utilisateur. Donc, on va avoir plusieurs paramètres qui vont arriver, le nombre de fois où le mot apparaît dans le document, l'importance, par exemple, s'il apparaît dans un titre plutôt que dans le corps du texte, la proximité entre plusieurs mots recherchés. Donc le moteur va combiner des informations et va calculer un score qui va permettre de trier des résultats du plus pertinent au moins pertinent. Donc, on va aussi avoir l'analyse linguistique qui va arriver. Donc, c'est un moteur de recherche. Il ne peut pas simplement se contenter de chercher des mots exacts. Il doit comprendre la langue dans laquelle il est interrogé. Donc, pour ça, on va donc supprimer les mots trop fréquemment appelés. Et donc, on appelle ça les stop words, comme le et, le de pour le français. Et ça va réduire aussi donc les mots à leur forme racine, ce qu'on appelle la lemmatisation. J'aime pas ce mot. Et donc, ça permet qu'une recherche sur le mot donc paiement, comme on a vu tout à l'heure, il trouve aussi le mot payer, ER, le mot payer avec un E accent aigu, ou paiement au pluriel, par exemple. Et donc, grâce à ces traitements linguistiques, les résultats vont paraître beaucoup plus intelligents et beaucoup plus naturels pour l'utilisateur. Alors, associé à ça, vous avez aussi donc dans les recherches et dans les moteurs de recherche, la recherche booléenne qui va vous permettre de construire des requêtes structurées grâce aux opérateurs logiques que vous connaissez classiquement, donc le AND, le OR et le NOT. Le AND qui va vous permettre donc les deux termes doivent être présents, le OR, un des deux termes doit être présent, et le NOT qui exclut un terme de la recherche. Donc ça va être particulièrement utilisé dans les documentations techniques, dans les ERP, dans les bases juridiques, les systèmes financiers, où l'utilisateur a besoin de définir précisément ce qu'il cherche. Ensuite, on va aussi avoir, alors c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, donc c'est la recherche filtrée. En complément de la recherche textuelle, on va utiliser souvent des filtres pour cibler notre recherche. Donc, par exemple, on peut filtrer sur les résultats de date en ne gardant que ceux du dernier trimestre. On peut aussi filtrer par type de document, par auteur, par département, ce qu'on va appeler donc des métadonnées, par classification ou par statut. Enfin, voilà, vous allez avoir plein de choses en fonction de vos systèmes. Donc, ça va permettre de transformer une recherche qui va être large en une recherche beaucoup plus précise en quelques clics et avec très peu d'efforts pour l'utilisateur. Et ce qui va permettre aussi d'avoir des résultats beaucoup plus pertinents et beaucoup plus rapides. Un autre résultat aussi de l'indexation est l'autocomplétion.
L'autocomplétion, bon, vous l'avez tous vu, hein, c'est devenu un standard dans n'importe quel, même dans n'importe quel moteur de recherche. Et dès que l'utilisateur tape quelques lettres, en fait, le moteur derrière va proposer des suggestions intelligentes basées sur les recherches les plus fréquentes. Donc les données de l'entreprise, l'historique personnel. Alors ça vous donne un sentiment de fluidité, ça va vous aider à formuler votre recherche, ça va accélérer l'accès à l'information et c'est aussi une forme d'indexation. Alors, un concept très intéressant aussi, c'est la recherche floue, qui va se baser en fait sur la vraie vie. Parce que les utilisateurs font souvent hein, des fautes de frappe, ils oublient des accents, ils inversent des lettres, ou font même des fois des fautes d'orthographe. Et la recherche floue permet à un moteur en fait de trouver des résultats même si le mot n'est pas tapé parfaitement. Donc vous allez avoir, imaginons vous oubliez le P dans comptabilité par exemple, il va quand même vous renvoyer le mot comptabilité. Il va rechercher le mot comptabilité. La tolérance va améliorer énormément l'expérience utilisateur. Au point qu'en fait maintenant c'est une option qui est activée par défaut dans beaucoup de moteurs de recherche. Voilà. Et on peut voir aussi donc dans l'exemple à l'écran que le mot Apple, voilà, pour lequel on oublie la lettre, des lettres où on fait des fautes, il ressort bien Apple et va faire une recherche sur Apple derrière. Donc ça c'est ce qu'on appelle les recherches floues ou fusils. Alors, la recherche ne porte donc pas seulement aussi sur le contenu brut des documents que vous allez vouloir rechercher et qui peuvent être indexés, mais les recherches peuvent être aussi ciblées sur des champs spécifiques. Donc le titre, le résumé, les mots-clés et les métadonnées techniques. Donc ce qu'on appelle les métadonnées techniques, ça va être le type de fichier, sa taille, sa date de création, etc. Donc ça va vous permettre de créer des recherches plus fines, du type je veux le document qui contient le mot paiement dans le titre, mais pas dans le corps du texte, et qui est au format PDF et qui date de moins de 3 mois. Donc voilà, vous allez avoir votre recherche qui va être vraiment ciblée sur les documents en question, et donc votre résultat va arriver beaucoup plus rapidement. Donc j'en parlais juste avant sur les caractéristiques du fichier. Voilà, vous avez donc le rôle des métadonnées, qui sont donc des données sur les données. Donc vous allez avoir un fichier qui peut avoir donc une date de création, un auteur, un type de document, le département qui l'a créé, le niveau de confidentialité, etc. Et en fait, toutes ces données ont un rôle essentiel qui vont vous permettre donc de mieux classer vos résultats, donc mieux les indexer, améliorer les filtrages disponibles aussi, et guider l'interprétation du moteur. Donc une bonne stratégie de métadonnées va augmenter fortement la qualité de résultats de votre moteur de recherche. Alors, au-delà des règles qu'on peut avoir donc, au niveau des métadonnées, par exemple, et au-delà aussi de l'analyse purement statistique, comme on l'a vu juste avant, on peut ajouter aussi des règles métiers. Par exemple, on peut décider au niveau des moteurs de recherche internes de donner plus de poids à des contenus provenant de directions particulières. Par exemple, si le contenu est considéré comme plus fiable venant de telle source ou de telle autre, ou plus stratégique. On va pouvoir aussi potentiellement booster certains mots-clés ou certains types de documents en fonction de la logique de l'entreprise, en fonction du métier. Donc ce système va permettre d'adapter un moteur de recherche interne aux usages des utilisateurs et pas uniquement à la logique mathématique d'un score comme on a pu le voir juste avant. Alors, quelque chose que vous voyez régulièrement tous les jours et qui correspond à un gros volume de données, c'est aussi l'indexation dans les emails. Donc, l'indexation dans les emails, de toute façon, elle est indispensable car les utilisateurs en fait vont consulter parfois plusieurs milliers de mails par mois. Sans index, autant vous dire que la recherche serait à chaque fois super lente. On serait obligé de relire intégralement tout le fichier, ça serait terrible.
Grâce à l'indexation, donc la recherche devient donc instantanée et l'utilisateur va retrouver un message, un contact ou une pièce jointe en quelques dixièmes de seconde. Et donc l'indexation, dans ce cas-là, va servir donc à trier, classer automatiquement les conversations, améliorer l'expérience globale, donc dans Outlook, Exchange ou d'autres messageries. Donc ça, c'est aussi de l'indexation qui est présente derrière. Alors, les index ne sont pas stockés à un seul endroit. Pour le Outlook classique que vous connaissez, une partie de l'index est enregistrée donc, dans ce qu'on appelle des fichiers OST ou PST, qui sont directement sur le poste de l'utilisateur. On va avoir aussi la recherche Windows Search, qui maintient aussi un index global pour permettre la recherche rapide directement dans le système, directement dans Windows. Et dans Microsoft 365 et aussi Exchange Online, on va avoir une copie de l'index qui est conservée dans le cloud, ce qui va permettre une recherche dans les mails rapide, mais sur le web aussi, ou sur un autre poste. Donc vous n'êtes pas cantonné à avoir une recherche rapide sur vos mails, uniquement sur votre poste, là où c'est en physique. Donc ça signifie qu'un problème aussi sur l'un de ces index peut affecter la recherche, mais ne pas empêcher les autres index de fonctionner. Alors l'indexation Outlook peut aussi être perturbée dans plusieurs cas. Vous pouvez potentiellement avoir votre fichier donc local OST ou PST qui dépasse une certaine taille. Le Windows Search qui aurait été désactivé ou endommagé. Ou un index local corrompu. Dans ce cas, effectivement, vous allez avoir des problèmes, mais la solution consiste souvent à reconstruire l'index. Et donc ça va prendre un petit peu de temps, mais une fois terminé, la recherche va redevenir comme avant, rapide, fiable, fluide. Et donc un index peut potentiellement se reconstruire même s'il est corrompu. Alors, on y pense un petit peu moins, mais les systèmes d'exploitation indexent eux-mêmes aussi les fichiers présents sur l'ordinateur. Donc Windows, c'est Windows Search. macOS, je connais moins, mais ça s'appelle Spotlight. Et grâce à eux, l'utilisateur va pouvoir retrouver immédiatement un document, une image, une musique ou le contenu d'un fichier. Donc ces systèmes, ils analysent non seulement le nom du fichier, mais aussi donc les métadonnées, comme on a vu tout à l'heure. Donc l'auteur, la date, le titre du document, etc. Et c'est ces métadonnées qui vont permettre d'avoir des résultats relativement rapides via les OS. On y pense moi aussi, mais votre smartphone est intégralement indexé. Les messages, les contacts, vos applications, vos notes, vos photos, vos rendez-vous, tout. Ce qui va permettre à l'utilisateur de taper un mot, une date et de retrouver directement l'information, même dans des milliers d'éléments. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, vos index d'images sont aussi enrichis et on peut, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais en fait, quand vous faites une photo, il arrive des fois via l'IA à déduire ce que vous êtes en train de photographier ou le type de choses que vous êtes en train de photographier et vous pouvez potentiellement, dans votre smartphone, faire une recherche en tapant chien, piscine ou plage et vous allez retrouver toutes vos photos de chien, piscine ou plage. Donc ça, c'est fait aussi via des index associés à de l'IA, mais tout est indexé dans votre smartphone. Au niveau des applications métiers, il y a de plus en plus aussi d'intégration de moteurs d'indexation interne. Donc dans un CRM, par exemple, ça va permettre de retrouver immédiatement un contact ou une opportunité. Donc là, on va être souvent, comme on le disait tout à l'heure, sur de l'indexation immédiate pour pouvoir être à jour au niveau des documents et au niveau des contacts. Par contre, dans alors je sais pas si on dit un WinGED, un logiciel de gestion électronique de documents, ça permet donc de retrouver une facture ou un contrat en fait sans ouvrir plusieurs dizaines de dossiers. Et on va avoir aussi les outils de communication interne, que ce soit Teams, SharePoint, Slack pour les communications, qui vont indexer les messages, les fichiers et les liens pour garantir aussi une navigation fluide et une recherche simple dans vos messages. Un peu comme la messagerie. Alors l'indexation, évidemment, c'est tout beau, c'est rapide, c'est tout ce qu'on veut, mais ça a quand même ses limites.
Et voilà, l'indexation n'est pas gratuite. En fait, chaque index occupe de l'espace disque et doit être mis à jour à chaque insertion, modification ou suppression de données, en tout cas régulièrement. Trop d'index peuvent aussi ralentir les performances d'écriture. Et sur de petits volumes de données, certains index peuvent être ou sont inutiles parce qu'ils vont prendre des ressources alors qu'ils vont apporter aucun bénéfice. Donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie et pas tout le temps, mais vraiment uniquement quand c'est des cas nécessaires en volumétrie et en temps de réponse et en recherche. Alors, les problèmes d'indexation et les erreurs fréquentes proviennent souvent donc d'erreurs de conception. Vous avez certains projets qui n'ont pas d'index du tout, ce qui va entraîner des scans complets des tables et des mauvaises performances immédiates. Vous avez d'autres projets qui, au contraire, vont en créer trop, ce qui va ralentir l'écriture, surtout si vous êtes en indexation systématique, donc en temps réel, où à chaque écriture, vous mettez à jour votre index. Et parfois, c'est la requête elle-même qui empêche l'utilisation d'un index parce qu'elle est mal écrite. Et donc, l'enjeu va être donc d'équilibrer correctement le nombre, la position et l'utilisation donc de ces index en fonction de l'utilisation. Donc ça, on est plus côté base de données principalement. Les bonnes pratiques, on indexe que ce qui est réellement recherché. Ça sert à rien de tout indexer, hein, au contraire, c'est contre-productif. Toujours régulièrement scanner la base ou les logiciels internes, etc. avec des outils de mesure de performance. Alors on peut avoir des outils comme SolarWinds, DBWatch, etc. Faire du ménage dans les index, supprimer ce qui n'est plus utilisé. Et on observe l'impact des écritures, notamment sur des systèmes à fort volume. Une bonne indexation se pilote dans le temps et c'est pas un réglage qu'on va configurer une fois et pour toujours. C'est vraiment un projet à part entière et c'est vraiment à retenir que voilà, c'est une solution à maintenir. Voilà, on va arriver à la conclusion de ce speed learning. Donc pour conclure, en fait, on va retenir 4 éléments clés sur l'indexation. C'est que l'indexation va permettre d'accéder à la donnée donc en un temps minimal. Elle est au cœur des moteurs de recherche, des bases de données, des emails, mais aussi des systèmes d'exploitation hein, et de votre smartphone, comme on l'a vu tout à l'heure. Par contre, attention, elle a un coût qui n'est pas forcément visible, mais elle va avoir un coût en stockage, en maintenance et en temps de mise à jour. Et une bonne stratégie d'indexation donc, va permettre de gagner beaucoup de temps au quotidien, mais une mauvaise, par contre, peut en faire perdre beaucoup et ralentir tout un système. Donc voilà. Ce qui peut être très très embêtant parce que ça va impacter beaucoup d'utilisateurs pour différentes choses. Donc voilà, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Ou des remarques, des choses à ajouter. Moi, j'ai quelques questions, mon cher Arnaud, mais je vais laisser les autres les poser avant moi, mais j'ai quelques questions, Arnaud. Arnaud, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui, je suis là. Tu m'as dit que les autres allaient les poser avant toi. Ah, d'accord, j'ai vu un silence de... J'ai eu un silence de cathédrale. J'ai eu une silence de cathédrale, je me suis demandé s'il m'avait... Mathieu, vas-y. Mathieu a écrit dans le texte, il a dit comment on implante en pratique l'index, on indique les colonnes à utiliser du logiciel. Alors, ça va être dans les moteurs d'indexation, donc ça dépend un petit peu des... Est-ce que Mathieu a perdu sa voix, c'est ça? Peut-être des problèmes de micro. Allez, on peut répondre. Alors, pour une base de données, je peux... c'est via le code SQL, hein, ça va être...
Ça va être relativement... Bon, c'est de la création d'index, hein, mais bon, comme je vous l'ai dit au début, on n'allait pas avoir le temps de rentrer dans le détail de la création d'index et du codage d'index. Donc là, pour ce qui est des bases de données, donc ça va être du SQL avec donc la création d'index clustered, non-clustered. Alors clustered pour les données triées physiquement, non-clustered pour les données... les données stockées sous forme d'index et dans lesquelles on peut, comme je le disais au départ, rajouter différentes colonnes pour ne pas accéder à la donnée, même des colonnes non indexées en fait pour récupérer directement l'information liée. Après, en fait, ça va dépendre des différents moteurs de recherche. Si on est sur de l'indexation centralisée, ça va se passer dans Elasticsearch. Alors, j'ai pas le détail du langage utilisé par Elasticsearch. Je suis pas spécialisé sur ce soft, mais ça va être dans le moteur de recherche, de paramétrage du moteur de recherche, en fait, de lui spécifier en fait l'indexation qu'il faut faire et ensuite la mise en place de ces index pour lui. J'ai une ou deux questions Oui. pour rebondir sur la question de Mathieu. Je parlais de ce sujet à un de nos consultants qui m'a remonté une question que j'ai trouvée intéressante. Il serait intéressant qu'il réponde, Arnaud. Est-ce que la problématique d'indexation est une question côté DBA ou est-ce que c'est côté développeur? Je trouvais la question très intéressante. Alors, je vais te faire, en tant que bon Normand, je vais te faire une réponse de bon Normand. Oui et non. DBA et développeur. Moi, à mon sens, en fait, ça peut être une question de DBA si tu es face à une problématique, on va dire, d'utilisateur de prod. Je prends un cas concret qui est actuellement chez mon client avec une base de données interrogée par du reporting à la demande via SAP. Donc des utilisateurs qui créent leur propre rapport et donc le SAP qui va générer de façon dynamique une requête. Donc c'est une requête qu'on ne maîtrise pas. À ce moment-là, on va côté DBA, ils vont pouvoir. Alors c'est eux qui vont watcher la base et voir il y a des problématiques de temps de réponse sur telle et telle chose à tel moment de la journée, etc. Ça c'est plus une problématique, c'est-à-dire que comment dire la visualisation, les outils que j'ai cités tout à l'heure de vérification des index et de vérification de la base et de son bon fonctionnement, c'est plus une problématique DBA. Maintenant, donc ça, ensuite, suite à des problématiques d'utilisateurs qui font des requêtes dynamiques, enfin créées dynamiquement, ça peut potentiellement être un problème DBA. Après, ça va être aussi aux développeurs si on a des procédures stockées ou des choses ou des vues à mettre en place en fonction des jointures et des règles métiers qu'on peut avoir à mettre en place. Donc, la côté développeur SQL, d'optimiser et de livrer des index qui correspondent à l'optimisation d'une requête pour laquelle on pourra avoir des problèmes. Donc ça dépend un petit peu des cas, mais ça peut être une problématique en fait des deux côtés. Voilà. D'accord. Et en général... Après, potentiellement, ça peut être une problématique côté DBA sur le fait de attention, on a une erreur, on a un ralentissement sur cette requête-là qui prend énormément de temps, qui fait des table scans, etc. Attention, machin. Qui est redescendu au développeur pour optimiser et éventuellement créer les index nécessaires à l'optimisation de cette requête, soit créée dynamiquement, soit qu'il y ait une requête figée, entre guillemets, via une procédure stockée ou autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. Relativement à la question, alors je vais rentrer un peu plus dans le détail également sur ce sujet relativement à la question de Mathieu.
C'est vrai que ces sujets d'index, c'est des sujets qui sont même encore plus importants aujourd'hui, à mon humble avis, qu'il y a quelques temps. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui ont toujours suivi les développeurs, qui soient développeurs SQL ou développeurs C Sharp ou Java. On a toujours, lorsque j'accompagnais les consultants, sur des entretiens, sur les soutenances, il y a toujours eu le lot de questions sur les index et qu'est-ce que les index. Et c'est vrai que j'ai toujours été surpris pour ma part du peu de connaissances, hein, sans faire d'offense à quiconque, de ça. C'est vrai que les index, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer quelque part. Le code marche, ça fonctionne. Par contre, les performances derrière qui vont avec, je dirais, on s'en occupe pas. C'est vraiment la dernière roue du carrosse, quoi, quelque part, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Arnaud. Alors Je suis qu'aujourd'hui, complètement ça d'accord devient avec toi. La conversation, comment dire, la présentation pouvoir être en ligne. Je vais pas citer de nom, mais chez un client aujourd'hui, on a et c'est là que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est que un index, oui, mais pas trop. Et je suis tombé sur des tables. Donc là, on est vraiment sur du pur SQL, hein, basique, sur des tables ayant des index plus volumineux que la table elle-même. Donc, quand tu dois reconstruire tes index, tu vas avoir plus de données en fait à recréer que la table elle-même au global. Et tout ça nuit à la performance. Hmm. Donc les index, oui, mais avec parcimonie Hmm. et là où il faut. Maintenant, effectivement, avec l'augmentation du nombre de données, l'augmentation de la volumétrie, l'indexation est de toute façon obligatoire et on l'a partout. Que ce soit, on y pense tout de suite sur les bases de données parce que c'est notre cœur de métier, enfin le mien en tout cas. Mais effectivement, sur n'importe quel Windows, Outlook ou smartphone, il y a des index derrière pour pouvoir répondre immédiatement. Si vous n'aviez pas ça, euh, tout paraîtrait long. Je rebondis juste sur la question de Mathieu sur la création d'index. J'aimerais qu'on s'intéresse, prendre 10 petites secondes, Arnaud, parce que je sais qu'il y a des développeurs également qui manipulent du SQL. Alors ils le savent peut-être, mais c'est quand même bien de préciser les choses. Quand on fait du SQL, quand on crée un index composite, hein, Arnaud, c'est plusieurs colonnes, hein, qui vont Oui. constituer un index. L'ordre des colonnes de la constitution de l'index a une importance, hein. Arnaud, tu peux en dire un peu plus? Oui, alors effectivement, c'était pas une chose auquel je m'étais intéressé très de près. Puis je n'avais jamais eu l'occasion d'observer ça, mais effectivement, il s'est avéré que j'avais des temps de enfin, ça m'est arrivé d'avoir des. Alors, c'est pas régulier, hein. Mais il m'est arrivé d'avoir des temps de réponse meilleurs en fonction de l'ordre des critères envoyés. Tout à fait. Grosso modo, si je vulgarise, c'est pas la même chose d'indexer des utilisateurs en fonction de leur nom et de leur prénom, et c'est pas la même chose que de la même chose d'indexer par rapport au prénom et ensuite par le nom. Je pense que vous voyez un petit peu la chose, c'est comme si vous prenez un fichier Excel, vous classez d'abord par le nom et par le prénom, et si vous faites l'inverse, si vous faites une recherche, ce ne sera pas la même chose. Ça, c'était la petite précision par rapport à la remarque de Mathieu. Est-ce que vous créez tous des index d'ailleurs? Vous faites un peu de SQL dans vos missions respectives? Oui? Moi, j'ose pas te répondre. Ah, personne ne répond? C'est ça? Si, je crois qu'il y a Mathieu qui a envoyé un petit message. Attends, je vais ouvrir les messages. Ah, Mathieu dit je subis l'absence d'index. Ouais.
Je pense il va falloir parler au client de Mathieu. Peut-être qu'il y a une prestation qu'on pourrait faire Eh chez bien, ce client-là. peut-être. Mathieu, Tu vois, toi, t'en as pas assez, moi j'en ai trop, donc tu vois, tu en voilà. parleras, Mathieu, On tu en va leur parleras faire à faire un mix à Benjamin. nos deux clients. Tu en parleras à Benjamin, on va pouvoir t'aider, Mathieu, dans cette voie. Ça, c'était ma petite remarque sur un truc. Moi, j'aimerais également dire quelque chose à Arnaud. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a une impatience, que ce soit en tant que développeur, en tant que technique ou en tant qu'utilisateur lambda, par rapport à la rapidité. À une époque, on était patient, on était capable de patienter lorsqu'on recherchait quelque chose sur un écran, sur un logiciel, ça prenait quelques secondes. Moi, j'ai souvenir de moulinettes qui duraient, on avait le temps de prendre un café et de revenir et ça moulinait toujours. Ça doit toujours exister, ça, on est d'accord. Mais Je m'étonne même que ça soit accepté encore actuellement. Mais je vois aujourd'hui des rapports SAP, donc du reporting, hein, qui, quand le métier dit le temps de réponse, il est plus bon, avant je mettais 4 minutes et c'était bien. Pour moi, 4 minutes, c'est infini, quoi. Mais aujourd'hui, là où je suis, des métiers disent non, mais mon rapport, il met 4 minutes à s'afficher, ça va. Bon, ok. Et ça, c'est amusant parce que c'est dans un milieu professionnel. Oui. Par contre, dans un milieu personnel, on ne verra jamais ça. Dans un milieu personnel, quelque chose qui ne prend pas 300 millisecondes ou 500 millisecondes, la personne n'utilise plus. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, quelque chose qui mettait un peu de temps. C'est normal, mais aujourd'hui, tout va plus vite. Aujourd'hui, j'ai adoré ton exemple, Arnaud, sur l'exemple de Google, hein, tu tapes les premières lettres, qui te propose des choses. On ne s'aperçoit pas de la force technique qu'il y a derrière, des performances techniques qu'il y a derrière, mais c'est instantané. On a même parfois l'impression que la réponse arrive avant de taper la question. On est tellement habitué à de la performance. Même dans l'écriture d'email, maintenant, ils te proposent aussi des choses. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres remarques, d'autres questions. Moi, j'aurais une dernière question, Arnaud, hein, puis mais par contre, si d'autres ont des questions avant, allez-y, hein. Moi, j'ai une question, Arnaud, sur. Je ne connaissais pas cet aspect-là, sur les indexations continues. Et alors, je ne me rappelle plus comment tu l'appelais, l'autre. L'indexation Par batch. par batch, Ouais, en fait. alors, je ne connaissais pas ce système. Oui, c'est grosso modo une forme de trigger. Hein, moi j'ai l'impression, je pensais que l'indexation, quasiment tous les index étaient continus, pour être honnête avec toi. Non. Par exemple, sur SQL, tu as des indexations par batch, par exemple. Là où je suis actuellement, on a tellement de volumétrie de données qu'on ne peut pas se permettre de reconstruire les index en pleine journée. Donc, les index et les statistiques sont reconstruites la nuit. D'accord. Et comment tu paramètres ça? C'est paramétré via les DBA. Là, c'est vraiment un travail de DBA. C'est vraiment un DBA, d'accord. Donc voilà. Et c'est du paramétrage qui a été en accord avec le métier, comme quoi il y avait moins de trafic la nuit, même si c'est une application internationale, il y a moins de trafic la nuit, et donc les index sont recréés la nuit. On a déjà eu des problématiques justement de données qui étaient intégrées en base, et c'est même une problématique encore aujourd'hui, hein, de données qui sont intégrées en base en journée, et qui forcément ne sont pas trouvées, vers 15-16 heures de l'après-midi, 15-16 heures, qui sont requêtées par différentes procédures stockées ou par certains rapports SAP sur cette dernière date qui vient d'arriver, mais qui n'est pas encore indexée. Et donc, on a avant que l'index soit recréé, on a des problématiques de temps de réponse. Parce que la dernière date intégrée, les données qui viennent d'arriver n'ont pas encore été réindexées, et donc on a des temps de réponse qui sont complètement délirants par rapport à une date classique. Ça c'est une question que j'allais te poser, Arnaud, là-dessus.
lorsque tu as un index qui est reconstruit, alors, je sais pas comment on dit ça, la nuit, imaginons justement ce cas-là où des données sont insérées en journée, donc pas encore indexées. Comment ça se passe la recherche? Est-ce qu'il fait une recherche normale et il laisse ses données de côté parce qu'il se dit qu'elles n'existent pas? Il fait un table scan, Il fait un table scan? En fait, il sait quand est-ce qu'il a mis à jour son index. Et donc, il sait s'il a la valeur. Il va comparer la date à laquelle il est indexé, l'heure à laquelle voilà, il est indexé par rapport à la dernière date d'insertion. S'il n'a pas la valeur, il va faire un table scan. Et on le voit, en fait, quand tu changes la valeur de ton paramètre de date dans ta requête, il fait soit un table scan, tu le vois dans le plan d'exécution de la requête, soit il fait un table scan, soit il fait une utilisation de l'index. D'accord, mais tu es en train de dire finalement que dès que l'étape dont tu me parles, dont les index sont reconstruites la nuit, il suffit que tu insères une donnée en journée, du coup l'index ne sert plus à rien. Il sert sur les dates qu'il a dans l'index. D'accord. Tu m'expliqueras ça parce que je t'avoue que là, ça m'échappe. Oh, bon, on aura tout un débat là-dessus. Mais grosso modo, voilà, tu insères une nouvelle. On reçoit les joueurs. Donc aujourd'hui, on est le 18. À 16h va arriver la date donc les données du 17. Si tu fais une requête sur le 17 décembre, ta requête va faire un table scan et va durer 3 plombes. Si tu fais une requête sur le 16 décembre, qui est une donnée qui est arrivée hier et qui a été indexée cette nuit, ta requête va être rapide parce qu'elle va utiliser l'index. Voilà. Ah, ok. Ça veut dire qu'il y a vous faites cohabiter deux bases, c'est ça? Deux tables? C'est ça que tu veux dire? Ah non, il n'y a pas de table, c'est la même table. C'est juste que le plan d'exécution de la requête n'est pas le même en fonction de la valeur de ton paramètre de recherche. Ah, d'accord, vous mettez un paramètre supplémentaire, c'est ça que tu veux dire? Bah non, c'est ton paramètre de recherche, c'est ta date. D'accord. Si tu mets une date au 17 et une date au 16, il ne va pas utiliser le même plan d'exécution parce qu'il va savoir s'il utilise l'index ou pas. D'accord, ok. Ok, c'est clair. Bon, bah merci Arnaud. Je ne sais pas si d'autres ont d'autres questions à lui poser. Eh bien, merci à vous. Bravo Arnaud. Bon, bah merci.